Il s'agit du cas de cette patiente de 75 ans qui a, sans facteur de risque particulier, fait des carcinomes épidermoïdes superficiels de l'ésophage de façon répétée depuis 1998, avec des sténoses œsophagiennes également dilatées au décours de chacune des résections endoscopiques, et qui est actuellement dans une situation à la fois de sténose réfractaire du tiers moyen de l'ésophage à 30 cm des arcades dentaires, qu'il va s'agir de dilater puisque la patiente récidive sa dysphagie, et d'autre part de réséquer par dissection sous-muqueuse une récidive locale métachrone de 10 mm du tiers supérieur de l'ésophage dans un œsophage fibrosé. Nous voilà dans l'ésophage de cette patiente. On va revenir aux lésions de l'œsophage proximal. On a un œsophage qui est cicatriciel, donc cette patiente, on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas de facteur de risque classiquement retrouvé de lésion épidermoïde de l'ésophage, ni alcoolo-tabagique, ni précédemment irradiée. Donc on ne sait pas très bien pourquoi elle fait depuis 98 des lésions récidivantes comme celle-là. Et on voit très bien que c'est un œsophage pathologique, multisténosé. On a le problème de résection endoscopique itérative qui ont été R1 en latéral pour essayer d'éviter justement des sténoses, donc pour essayer de faire des compromis oncologiques et éviter des sténoses. Et il nous reste donc cette lésion à traiter, au contact d'ailleurs d'une bride d'une précédente résection, qu'on voit là à 6 heures, avec ici en LCI, ici en BLI. On travaille avec un gastroscope Fuji EG760Z qui donc nous permet d'assez bien identifier ces IPCL dilatés. Et on voit aussi au passage que finalement l'ensemble de l'ésophage est pathologique. Et on s'imagine bien qu'avec une coloration au Lugol qui est encore plus sensible sur ce genre d'œsophage, on aurait beaucoup de zones Lugol négatives, que ce soit les zones cicatricielles, les zones inflammatoires ou les zones dysplasiques. Donc à 30 cm, on a cette sténose cicatricielle dilatée il y a plus d'un mois jusqu'à 18 mm qui refait parler d'elle au plan symptomatique, qu'on va donc redilater ce jour. Vas-y, on commence avec un ballon de 12-15. Ici, je n'ai pas choisi de contrôle radiologique puisque d'une part, le docteur Abou Ali qui m'accompagne est enceinte, mais deuxièmement et surtout, on voit très bien au-delà de la sténose. C'est une sténose qu'on connaît, qu'on a déjà dilatée à plusieurs reprises. On voit au-delà. Tu peux monter jusqu'à 15. Qui est courte et dont tu peux voir ce qui se passe derrière. On n'a pas trop d'incertitude sur le fait d'être en train de dilater un faux trajet, par exemple. Ok, tu peux dégonfler. Complètement. Donc on va prendre un deuxième ballon. Du coup 15-18. C'est difficile de faire moins que ce qu'on a fait la fois précédente. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas un aspect très inquiétant post-dilatation. On a un début de dilacération, mais on se sent en sécurité pour dilater plus chez cette patiente et espérer une amélioration symptomatique plus longue. L'objectif de dilatation est toujours à 18, on est d'accord Exactement, l'idée c'est d'aller jusqu'à 18 quand on est dans la partie supérieure ou moyenne de l'ésophage. Et à la jonction œsogastrique, on peut aller jusqu'à 20. Le tiers inférieur de l'ésophage étant un petit peu plus long, un peu plus large, pardon. Alors parmi les ça c'est une sténose post-endothérapie. On sait que ça fait partie des sténoses relativement plus réfractaires que les sténoses par exemple peptiques ou les sténoses sur œsophagite éosinophile, où là il y a une part inflammatoire qu'on va pouvoir bien améliorer par les traitements anti-inflammatoires, que ce soit anti-IPP ou corticothérapie locale. Vas-y, tu peux regonfler. Donc on commence à 15. Ici j'utilise un deuxième ballon. Qu'on remplit donc avec de l'eau, pas de produit de contraste cette fois-ci puisqu'on est sans scopie. Alors pour se rassurer, on a souvent l'habitude de regarder à travers le ballon, mais en fait ça n'a pas une grande incidence puisque c'est pas informatif sur ce qu'on va découvrir lorsqu'on va dégonfler le ballon.
Ok, est-ce que tu peux monter à 16? Ok, et 18, puisque c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Tout au plus, on peut s'assurer que notre ballon est vraiment dans la sténose, ça peut servir à ça, et qu'on ne s'est pas fait expulser au-dessus de la sténose. Pour ce qui est de la durée de dilatation du ballon, c'est pas vraiment codifié. Et il n'y a pas d'argument que rester en place 30 secondes, 1 minute, 3 minutes fait mieux que de juste gonfler et de dégonfler. Et la périodicité de dilatation, à combien de temps par exemple tu la reprogrammerais? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est en fonction des symptômes, en fonction de l'objectif que tu as atteint? C'est ça, tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de 18 mm, on les reprogramme tous les 15 jours, tu peux dégonfler. Et une fois qu'on l'a atteint, bah, on se fie aux symptômes des patients. Et c'est difficile de définir ce que c'est qu'une sténose réfractaire de l'œsophage, mais parmi les définitions, il y a le fait de ne pas pouvoir maintenir un intervalle libre entre deux dilatations de plus que quelques mois. C'est vrai que quelqu'un qui, 1 mois après une dilatation à 18, va déjà récidiver sa sténose, ce qui est un peu son cas. On arrive déjà dans le concept de sténose réfractaire, où se pose la question. Alors là, à 77 ans, polypathologique, la réponse est toute trouvée, mais se pose la question d'un traitement chirurgical. D'abord de la mise en place de traitements des sténoses réfractaires, endoscopiques, les incisions radiaires quand les sténoses sont courtes et fibreuses, l'injection locale de triamcinolone. Donc là, on voit une dilacération un peu plus significative. On devine la musculeuse, là, sur la droite et sur la gauche de l'image. Éventuellement les stents, mais vraiment en dernière intention. Et puis bien sûr le traitement chirurgical. Même si encore une fois, voilà, à 77 ans, l'œsophagectomie paraît pas très raisonnable. Donc là, on va se mettre en situation de faire la dissection de cette lésion. Cette petite lésion résiduelle, plane, donc 0,2 B, comme on s'y attend dans l'œsophage malpighien. Je mets en place le capuchon de résection, qui est un capuchon droit. Un capuchon Olympus standard que je positionne avec le trou à l'opposé du trou d'aspiration de telle sorte d'avoir quand même encore un peu de visibilité sur mon endoscope. Et de pouvoir me créer donc cette petite chambre de travail qui est indispensable pour toutes les procédures de dissection sous muqueuse et pour nombreuses procédures thérapeutiques. On va faire le marquage de la lésion. J'utilise un bistouri Olympus Dual Knife J d'1,5 mm de longueur. Et donc le marquage, je vais le faire bistouri sortie en soft coag. Tu me dis quand t'es branché. Ok. On est à peu près 5 mm autour de la lésion. Et donc effectivement, là, il y a relativement peu de défis sur la taille de la lésion. On voit qu'elle est très modeste. À la limite, les problèmes sont plus ceux du positionnement à travers cet œsophage qui est cicatriciel avec des brides. De l'évaluation des marges, parce qu'on a vu en fait que il y a quand même beaucoup d'autres lésions dont la vascularisation apparaît pathologique, ou en tout cas suspecte. Ok, donc là on l'a délimité, on va maintenant l'injecter à l'aide d'une aiguille Interject Boston. Alors, ton choix de type de résection, est-ce qu'il y a une place à la mucosectomie dans les petites lésions comme ça, épidermoïdes, ou est-ce que compte tenu du contexte, tu vas privilégier la dissection pour avoir une résection la plus large et la plus complète possible? Alors, c'est vrai qu'on a des recommandations assez fortes et univoques des sociétés savantes, notamment européennes, en faveur de la dissection sous muqueuse pour les lésions muqueuses malpighiennes, même si c'est pas une lésion très inquiétante. Hein, on voit bien que c'est une lésion dysplasie de gras. Tu peux sortir, s'il te plaît?
Injecte. Et donc il y a théoriquement plus de place pour la mucosectomie endoscopique, stop rentre, dans l'œsophage malpighien. Ça c'est assez clair ça. Et les arguments en plus de ça, on les comprend maintenant là, quand on a essayé d'injecter. C'est le fait qu'on ait cet œsophage cicatriciel, où vous voyez le plan sous-muqueux est difficile à trouver, stop rentre. Et donc on imagine déjà la difficulté de réaliser une mucosectomie, ça. Vas-y. La difficulté de réaliser une mucosectomie chez ce patient, injecte à fond. C'est vraiment par l'injection qu'on va déjà disséquer en fait le plan sous-muqueux. On voit ce qui se passe à gauche là de l'image. Une première étape, stop, rentre. Sors s'il te plaît. Injecte. Ok, de ce côté-là, on voit que c'est mieux. Même beaucoup mieux. Stop, rentre. Sors à nouveau. Injecte. Ok, stop, rentre. Et on arrive à la partie la plus facile théoriquement. Sors. Injecte. Ok, stop, rentre. Sors à nouveau. Injecte. Ok, stop, rentre. Alors évidemment, plus on injecte, plus on est en sécurité, mais plus on crée de trous par lesquels le produit va risquer de se vider, de se purger. Et donc cette injection-là, elle ne va pas dispenser de la réinjection au fur et à mesure. On va utiliser un soluté d'injection qui est le soluté mis en place à la pharmacie de Lyon, qui a été popularisé depuis avec du glycérol, du fructose, auquel on ajoute de l'indigo-carmin. Sors s'il te plaît. Ok, c'est bon, c'est purgé. On ajoute de l'indigo-carmin et personnellement toujours 1 mg d'adrénaline en plus. Donc là, ton choix de couteau, c'est en fonction de la localisation ou c'est par habitude et alors c'est vraiment par habitude. Ouais, c'est vraiment par habitude. Donc la taille, j'ai un commentaire à faire, c'est-à-dire que effectivement j'utilise que cette référence-là, même s'il existe une référence de 2 mm. Donc on est sur un dual knife de 1,5 mm. C'est ça oui, c'est cela. Ouais. Il existe une référence de 2 mm pardon, pour les muqueuses théoriquement plus épaisses comme celle de l'estomac. Mais en pratique, j'utilise que celle de 1,5 par simplicité, aussi par peur d'utiliser quelque chose qui serait plus peut-être plus à risque de perforation ou d'incision plus profonde. On est bien en précise sect. Est-ce que tu peux me mettre en dissection précise, s'il te plaît? Donc là, tu choisis le mode précise. J'utilise la dissection en mode précise, c'est-à-dire que là, de toute façon, pour l'instant, je suis en endocoupe, donc ça ne change pas, c'est assez standard. Et en revanche, après, pour la dissection, il existe à côté du mode qu'on connaît tous de swift coagulation, ce mode de précise sect, qui est un mode de dissection sous muqueuse, disponible sur ces bistouris RB, qui est, semble-t-il, un assez bon compromis entre la coupe et la coagulation, avec finalement un peu plus de coupe que dans la Swift. Mais, mais toujours une possibilité de faire un peu d'hémostase. Ok. Donc là justement c'est ce que je fais, c'est du précise. Et comme on peut s'y attendre, on n'a pas énormément de plans sous muqueux ici. Donc j'ai beau... Je peux tenter d'injecter évidemment. Mais ça ne donne pas des résultats extraordinaires. Donc il faut... on a quand même cette chance dans l'œsophage d'être souvent à peu près tangentiel aux lésions. Et
et donc d'être relativement en sécurité, même lorsqu'on utilise des modes un peu plus agressifs comme l'endocoupe ou peut-être la Precise Sect. Donc j'ai commencé par utiliser la technique qui est la technique classique, si on peut dire. Marquage, injection, et puis incision circonférentielle. La lésion étant très petite et fibreuse, donc vous voyez elle se rétracter de plus en plus. Vous allez voir sans doute que la pièce risque d'être un petit peu décevante, parce que c'est des pièces qui souvent se rétractent beaucoup. Eh bien, je me suis permis de ne pas utiliser de techniques adjuvantes, de traction, de tunnelisation, de choses comme ça, qui sont très utiles, mais pour des lésions de taille plus importante. En fait, toutes ces techniques dont on a beaucoup parlé dans les dissections. Il faut bien voir que c'est des techniques qui sont utiles dès lors que, les changements de position ne sont pas utiles, et dès lors que, 2, les lésions sont grandes, et donc elles vont poser des problèmes qu'elles vont gêner le champ de vision. Mais il y a beaucoup de petites lésions où on peut s'en sortir finalement, juste comme ça, enfin, selon la technique un peu standard, quoi. Donc là, il y a sans doute besoin d'un peu de réinjection. Est-ce que là, en per geste, on va dire, tu as un protocole un petit peu rodé sur les IPP, l'antibiothérapie, tout ça, ou est-ce qu'il n'y a rien de validé pour le moment? Non, c'est vrai que on n'utilise pas d'incivoprophylaxie pour le tube digestif haut, à l'exception du poème, et c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer. En tout cas, pour les dissections dans l'œsophage ou dans l'estomac, on n'utilise pas d'incivoprophylaxie. En dehors, bien sûr, des cirrhotiques. Et les IPP, c'est un petit peu comme tout à l'heure sur la dilatation de la sténose de l'œsophage supérieur. Je les donne évidemment sans hésiter. Enfin, en fait, on les donne tout le temps, en sachant pourquoi pour les dissections du cardia et, sur barrette, et sans trop savoir, enfin, avec moins de conviction pour les dissections de l'œsophage proximal. Sur les dissections qui sont quasi circonférentielles, on va dire, est-ce que, pareil, tu as un protocole de prévention, entre guillemets, il n'y a rien de validé actuellement, mais est-ce que tu as un protocole de prévention, notamment sur la corticothérapie systémique qui a été beaucoup décrite? Ouais, alors en fait, mon protocole, c'est de ne pas en faire, de ne pas faire des sections circonférentielles, et cette patiente en est l'illustration. C'est pas du tout bleu là, le truc qu'on injecte, j'ai l'impression d'injecter de l'eau. T'es sûr que c'est la bonne pédale? Ouais, c'est la bonne pédale, ok. Ok, autant pour moi. Donc pardon, je vais répondre à ta question. La première prévention, c'est bien sûr le geste qu'on ne fait pas. Donc c'est le geste qu'on va renoncer à faire, quitte à faire des petits compromis oncologiques, comme c'est le cas chez cette patiente, où on a risqué des résections R1, et on a dû répéter des dissections sur des berges R1 finalement, qui avaient repoussé en dysplasie, pour justement éviter la trop de sténose, parce que malheureusement on a vu qu'on a quand même eu des sténoses chez elle. Et sinon, j'utilise pas du tout la triamcinolone injectée en prévention de la sténose. Ça me paraît être un protocole qui non seulement est fastidieux mais dangereux, parce qu'on va se retrouver injecté dans une sous-muqueuse résiduelle des petits alicots de 0,2 ml de triamcinolone, et on ne sait pas très bien où ça va. Il reste pas toujours beaucoup de sous-muqueuse, et donc on a potentiellement le risque, ça a été décrit d'ailleurs, de perforation, de médiastinite sur des nécroses secondaires de la paroi œsophagienne. Et la corticothérapie systémique, un protocole dit de Yamaguchi, ça c'est quelque chose qui paraît pertinent et intéressant à utiliser, mais il faut garder en tête que ça n'a pas été validé de façon contrôlée, hein. Ouais, donc c'est mieux que rien, mais il nous reste encore à conduire. Sors et rentre l'extrémité, s'il te plaît. Ouais. Il nous reste encore à conduire l'essai qui démontrera ça versus placebo. En tout cas, on n'a pas un niveau de preuve très solide sur cette approche.
Je sais qu'ici aussi on a l'habitude sur comme ça, des fois on n'a pas le choix et que la dissection est quasi circonférentielle, de les programmer très précocement, à 2 semaines, pour une évaluation, éventuellement une dilate. Oui, tout à fait. Ça, c'est la technique finalement japonaise, des dilatations dites préemptives. On va se dire, bah voilà, on va essayer de guider la cicatrisation par des dilatations précoces au cours de la sténose, dès le premier mois. Ce qui correspond de toute façon généralement au moment où le patient commence à se plaindre de dysphagie. Et donc c'est effectivement, quand on a la dissection circonférentielle, quelque chose qu'on ajoute de toute façon, même à la corticothérapie. C'est une des raisons pour lesquelles on ne sait pas très bien si la corticothérapie systémique marche vraiment ou pas. Parce qu'en fait, elle est toujours associée, comme on a tous un peu peur lorsqu'on fait ce genre de prise en charge, corticothérapie systémique est toujours associée finalement à ces dilatations précoces et répétées. Et donc, en fait, elle ne démontre pas qu'il n'y a pas de sténose. On démontre juste que c'est des sténoses peut-être un peu moins réfractaires, qui nécessitent un peu moins de dilatation. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le niveau de preuve est assez ténu. En tout cas, je ne connais pas de gens qui aient eu une dissection circonférentielle, corticothérapie ou non, et qui n'aient pas développé de sténose, et qui n'aient pas développé de sténose qui ait eu besoin de beaucoup de dilatation. Donc c'est peut-être un peu mieux avec le corticoïde, mais c'est pas mirifique, quoi. Donc là, on avance un peu prudemment, parce que comme c'était à redouter, on a un plan qui est assez difficile à trouver. Il arrive qu'au cours du geste, on réutilise la vraie aiguille à injection, parce qu'il faut reconnaître que même si ce couteau injecte un petit peu, c'est pas tout à fait la même force d'injection que vraiment une injection à haute pression, ou ne serait-ce qu'une injection à l'aiguille. Donc finalement, dans ces situations où il y a une sous-muqueuse assez fibreuse, on peut prendre le parti ou bien de réinjecter à l'aiguille, ou bien alors finalement de se passer d'injection, et puis de se passer d'une injection de grande qualité, et puis utiliser une coupe dans cette région, dans ce qu'on suppose être la sous-muqueuse, si on avait bien identifié le plan, et en utilisant plutôt des modes de coupe pure. Donc là, c'est probablement ce qu'on va être un peu obligé de faire. Là, on voit qu'on a quand même un mal fou à identifier ce plan. Ouais. On sort un peu la tête de l'eau. Donc on identifie bien face à nous ce qui reste de sous-muqueuse. À la partie inférieure de l'image, la musculeuse, et à la partie supérieure, la lésion. Donc là, on est sur l'image un peu plus classique de dissection sous-muqueuse. On retrouve un plan. Là, tu n'as pas spécifiquement utilisé de technique de traction vu la taille de la lésion qui était assez petite, on est d'accord ? Petite. Ouais. En plus, elle est petite, fibreuse, donc fragile. Et ça fait partie un peu des limites des systèmes de traction que de parfois être amené à finalement dégrader, déchirer les spécimens du fait de la traction, du fait de la tension sur la pièce en traction. Donc là, on commence à voir un peu le bout du tunnel, si on peut dire. C'est le moment où il faut essayer de ne pas passer dans la pièce.
et ne pas non plus aller au-delà de l'incision distale. Donc là on voit tout à fait ce qu'on entend quand on parle de sous-muqueuse fibreuse, cette espèce de pied qui est là. Dans certains cas, on peut se poser la question, c'est pas du tout le cas ici, d'en fait d'un envahissement de la sous-muqueuse par de la tumeur, parce qu'en fait l'aspect est assez voisin, hein, l'aspect est tout à fait similaire, et on peut souvent pas dire devant une zone comme ça blanchâtre adhérente de quoi est-ce qu'il s'agit. Là, vraiment le pit pattern de la lésion, l'aspect, l'histologie de la biopsie aussi était extrêmement rassurant. On n'en a pas parlé, mais c'est une lésion où j'ai même pas envisagé de faire par exemple une écho-endoscopie. Pas seulement parce que l'œsophage est tout sténosé, contourné et d'accès difficile, mais aussi parce que finalement le pit pattern, quand il n'y a pas de lésion ulcérée, pardon, pas le pit pattern mais les IPCL, c'est-à-dire les boucles capillaires de la muqueuse œsophagienne, quand on n'a pas de gros vaisseaux, ou quand on n'a pas de disparition complète de cette espèce de vascular pattern, eh bien, on peut être tout à fait rassuré sur l'absence de lésion T2 ou qui aurait des critères de non-résécabilité endoscopique. Et donc on ne fait l'écho-endoscopie finalement dans ces lésions que lorsque on suspecte très fortement une lésion T2 et qu'on veut justifier de ne pas réaliser la résection. Ok, donc là, on voit qu'on est obligé d'utiliser un peu l'endocoupe pour finir certaines parties de la résection. Et donc le risque de cette partie du geste, c'est finalement de léser la pièce, de mettre des coups de bistouri sur la pièce et d'avoir un compte rendu histologique un petit peu décevant, comme si on avait mal travaillé. Rentre sort, s'il te plaît. Ouais. Ok. Ouais. Ok, donc là juste on arrive quand même à peu près au bout. On voit que la pièce s'est éversée. Ok, voilà. Donc la pièce est tombée. On a ici le socle de résection qui est toujours plus grand, qui paraît toujours très grand, effectivement, parce que surtout dans ces tissus rétractés, fibreux, il peut y avoir un peu de justement de rétraction des tissus avoisinants. Donc on a récupéré la pièce,
en aspiration. Et maintenant, on inspecte le socle de résection, qui a priori était quand même plutôt rassurant. On n'a été pas du tout gêné par des problèmes de saignement chez cette malade. Il n'y avait pas du tout eu de vaisseau significatif. J'ai pas eu besoin de sortir de pinces chaudes, de coagraspeur, de matériel hémostatique spécifique. On a des petits vaisseaux, mais qu'il ne paraît pas indispensable d'électrocoaguler. On a des lésions de la musculeuse ésophagienne de type Sidney 3. On rappelle cette classification Sidney qui permet de parler des dommages du socle de résection. Le Sidney 4, c'est la vraie perforation. Le Sidney 3, c'est ça, c'est les coups dans la musculeuse, mais qui ne sont pas transmuraux. Et puis le Sidney 5, ce qu'on espère ne jamais avoir, c'est une perforation avec un tube digestif contaminé, sale. Donc typiquement, est-ce qu'il faut fermer ça? Ma réponse serait plutôt non. Parce qu'en fait, en positionnant un clip pour fermer ce défect, on va creuser un autre trou de part et d'autre des morts du clip. Et donc, c'est des choses que moi je choisis de laisser tranquille. Pour autant, la patiente pourra sortir aujourd'hui, reprendre une alimentation liquide, et elle est en hôpital de jour. Hein. C'est plus des gestes qu'on hospitalise. Il n'y a plus que les mucosectomies duodénales et certaines dissections coliques qu'on va garder en hospitalisation. Mais c'est des patients qui peuvent être gérés en ambulatoire. Absolument. Ouais. Ok, donc là on voit qu'on avait cette petite lésion, mais finalement déjà un défect de 50% de la circonférence ésophagienne et sur 2 à 3 cm de hauteur. Donc ça justifie des attitudes qui doivent être quand même relativement conservatrices chez ces patients au risque de sténose, comme on l'a vu un petit peu plus bas. On a cette pièce de résection dont on s'assure du caractère complet, avec la présence de tous les points au sein de la pièce. On la fixe, on l'envoie en anapathe, pour un temps de procédure totale qui était de 30 minutes. Donc voilà, la dissection sous muqueuse œsogastrique en ambulatoire, c'est tout à fait possible.